Bienvenue sur Géopolitis. C'est là qu'est né le plus grand empire que l'histoire ait connu, un empire qui avait pour chef suprême un certain Gengis Khan. Nous parlons ici de la Mongolie, un pays qui aujourd'hui est devenu un enjeu géopolitique et économique de premier ordre, car sous la terre des extrêmes, ou au fond de la vallée du Grand Ciel, ainsi que l'on nomme parfois ce pays, il y a des trésors fabuleux, des ressources minières, notamment de l'uranium, du cuivre, des minerais rares, et de l'or. On parle d'une réserve de 3000 tonnes de ce métal jaune. Ce sont là des bonnes nouvelles pour ce pays qui est devenu libre et indépendant en 1992. Mais ce sont aussi de mauvaises nouvelles car la Mongolie, comme d'autres pays tels que le Nigeria ou le Venezuela, est frappée par ce que l'on appelle pudiquement la malédiction des ressources naturelles. Avec excès, les investisseurs étrangers et les grands groupes miniers se sont rués sur la Mongolie. Et avec excès, le gouvernement a réagi, dénonçant les accords passés avec les multinationales, emprisonnant même des cadres étrangers. Bref, après une croissance extraordinaire à 2 chiffres, l'économie s'est écroulée. Géopolitis parcourt l'histoire, la géographie et l'économie de ce pays dont en fait on ne connaît qu'une seule ville, la capitale, Ulan-Bator. Il y a un magnifique proverbe mongol qui dit ceci. Quelles sont les 3 obscurités de l'univers? D'abord, il y a l'homme sans savoir. Ensuite, il y a la nuit sans lune. Et enfin, il y a l'enclos sans moutons. Il y a, c'est une réalité, une sagesse mongole qui s'est créée et affinée au cours de plus de 2200 ans d'histoire. Voilà un pays qui a tout connu, tout subi, de l'empire guerrier de Gengis Khan à 2 siècles d'occupation mandchoue, sans oublier, c'est tout récent, 7 décennies de joug soviétique. C'est ainsi, on a les voisins que l'on peut, la Chine, surtout le secteur sud, et la Russie sur le front du nord, 2 voisins qui n'avaient laissé que 9 années de répit aux Mongols entre 1915 et 1924. Étonnant pays que cette Mongolie où, tout compte fait, on recense plus de chevaux que d'hommes. Plus de 3 millions d'équidés contre 2,8 millions d'habitants. Les chevaux, du reste, c'est la première image qui nous vient à l'esprit lorsque l'on parle de la Mongolie. Les chevaux, les grandes steppes, les espaces infinis, les nomades, les yourtes, tout ce qui fait l'identité du pays et que de nombreux habitants veulent désormais préserver des dégâts écologiques et économiques engendrés par certaines des grandes multinationales qui se sont précipitées dès l'ouverture du pays aux investisseurs. Il faut savoir que l'on trouve effectivement de tout dans le sous-sol mongol, de l'or, on l'a dit, mais aussi du charbon, du cuivre, de l'uranium, des minerais rares et même du gaz de schiste en quantité énorme. Gengis Khan ne le savait pas, son empire était fabuleusement riche. Il y a quelques mois, ce sont des archéologues japonais qui ont découvert et authentifié l'emplacement et les vestiges de ce qui fut le palais de l'empereur Gengis Khan. Nous sommes en 1206. Il existe déjà des empires nomades des steppes, mais c'est en ce début du XIIIe siècle que se forge l'unification mongole. Durant plusieurs décennies, ces Mongols vont essaimer et guerroyer jusqu'aux confins de régions occidentales qui un jour s'appelleront la Pologne, l'Italie ou l'Allemagne. 4 siècles plus tard, la Mongolie passe sous domination mandchoue. Cela durera 2 siècles. Une première et longue épreuve pour ces populations nomades et prises de liberté. Ce n'est qu'en 1911 que cessera cette domination, d'abord avec la révolution communiste, puis une courte période d'autonomie. Un court répit, en fait, puisque débutera alors une autre forme de domination, celle des soviétiques, pendant près de 7 décennies. Viendront enfin les années 90, les premières manifestations pour la démocratie, la création de la République de Mongolie en 1992 et la libéralisation de l'économie. Depuis, plusieurs élections libres ont été organisées avec des anciens communistes qui ont d'abord perdu le pouvoir en 1996 avant de le regagner, mais sous les couleurs d'un nouveau parti, le Parti national-démocratique de Mongolie. Dès le milieu des années 90, certains vont surnommer la Mongolie Minégolia en raison de la principale richesse du pays en minerais de toutes sortes, mines d'or notamment. Une manne estimée par les experts à plus de 1000 milliards d'euros. Et de fait, il y a encore 5 ans, la Mongolie connaissait la plus forte croissance au monde
avec ce taux exceptionnel de 17,5% grâce donc au boom des minerais. On voyait dans la capitale se bousculer les représentants de tous les grands groupes miniers et autres multinationales afin de signer à Oulan-Bator les contrats du siècle avec le gouvernement mongol. Les vrais motifs d'inquiétude ont commencé pour les Mongols avec de graves atteintes écologiques à cette nature jusque-là parfaitement conservée. Les Mongols se sont vite rendus compte que c'est en grande partie un pillage de leurs ressources naturelles auquel on assistait sans que la population en tire vraiment un profit substantiel. Les ennuis se sont alors poursuivis pour les investisseurs, obligés de faire machine arrière, perdant une bonne partie de leurs capitaux avec des cadres qui se retrouvaient très vite en prison. D'où un retrait assez précipité d'une bonne partie des étrangers. Les malheurs se sont enfin abattus sur le pays lui-même, avec une chute importante des cours des matières premières, puis un recul de 75% des investissements étrangers, le tout se traduisant par une croissance qui, en cette année 2015, plonge vers les 3%. La malédiction des ressources naturelles venait de frapper un nouveau pays. L'invité de Géopolitis, Claire Sermier, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la Mongolie, pays que vous connaissez depuis plus de 30 ans. Le dernier ouvrage, c'est La vallée du Grand Ciel, aux éditions Vent de Sable. On a vu ces images de chevaux. C'est presque un symbole un peu de la Mongolie, les chevaux, les grands espaces. C'est notre première image. C'est toujours la vôtre aussi que vous avez? C'est toujours la mienne. Et d'ailleurs, une steppe sans nomades et sans chevaux semble totalement inimaginable. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Une steppe sans chevaux? C'est ce qui est en train de se passer, puisque effectivement, les éleveurs nomades ne peuvent plus utiliser leurs terres à cause des grandes compagnies minières. Et le problème, c'est que les grandes compagnies minières, elles ont la légalité avec elles. Et les éleveurs nomades n'ont que des droits d'usage, des droits coutumiers. Pour eux, la terre, en fait, ça n'appartient à personne. Elle appartient aux esprits et aux ancêtres. C'est dans leur tradition, dans leur ADN, si j'ose dire. Et les humains n'en ont que l'usufruit. Donc, il n'y a jamais eu de loi écrite. De plus, la culture nomade ne peut pas fonctionner avec la propriété, puisque Par définition. Oui, presque. et surtout les éleveurs changent de territoire pour justement préserver la terre, etc. Ils ont des pâturages d'été, des pâturages d'hiver, et il n'y a que des droits coutumiers qui fonctionnaient très très bien, puisque ils s'entendaient entre eux au moment où il y avait des catastrophes climatiques. Ils avaient toute une tradition qui faisait que ça fonctionnait très très bien. Et ça depuis des siècles, presque des millénaires. Donc c'est pas nouveau, c'est pas ils n'ont pas pris conscience comme nous, soudainement, des beautés écologiques. Non, absolument pas. L'écologie, c'est dans leur mode de fonctionnement, c'est dans leurs coutumes, c'est dans tous les interdits qu'ils ont dans leur culture. En fait, c'était l'idée principale, le moteur principal de leur culture, c'est la préservation en fait des ressources naturelles. Le respect. Respect, et surtout dans un biotope qui est extrêmement fragile, puisque la couverture végétale ne dure que 3 ou 4 mois. Pourquoi? Le reste du temps, c'est gelé? Le reste du temps, c'est neige, gel, etc. Donc c'est à peu près de la mi-mai à la mi-septembre qu'il y a de l'herbe. Donc ça veut dire que les animaux doivent après survivre pendant tout l'hiver, tous les mois d'hiver, etc., sur une herbe quasiment inexistante. Donc une fragilité vraiment du territoire. Alors vous qui parcourez le pays en tous sens, puisque vous organisez aussi des voyages, à cheval précisément, qu'est-ce qu'ils vous disent, les Mongols? Ils vous disent que on peut encore lutter contre cela, contre cette modernisation au sens péjoratif du terme? Alors, lutter, manifestement, ils le font. Ils le font avec des associations aussi, par exemple, de protection des rivières, des fleuves, etc. Mais ça ne marche pas. C'est-à-dire, les pouvoirs sont trop forts de l'autre côté et on continue encore de leur prendre leur pâturage. Étant donné que, de plus, les meilleurs pâturages d'été pour les éleveurs, ce sont les mêmes endroits où on trouve l'or, c'est-à-dire, en fait, il y a une rivalité entre ces endroits-là, et ils perdent. Alors, comme vous le disiez au début, ils n'ont pas de titre de propriété, donc, si je veux dire, c'est encore un peu plus facile
de les faire partir. C'est même carrément très facile, puisqu'ils n'ont absolument aucun titre de propriété sur la terre. Oui. Bon, alors sans rentrer dans des problèmes gouvernementaux, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement ne les soutient pas, ces nomades? C'est pourtant l'essence même, l'identité même du pays. Honnêtement, quand j'étais là-bas, c'était dans les années 2000, le président de la Mongolie, j'avais lu un article comme quoi il fallait qu'il n'y ait plus de nomades et qu'il pensait qu'il y en aurait plus à partir de 2012. Donc, non seulement il ne les soutient pas, mais les éleveurs nomades qui sont obligés parce qu'en plus il y a des histoires de réchauffement climatique qui aggravent la situation des mines, etc. Donc les éleveurs nomades qui sont obligés d'aller, qui ont tout perdu leurs animaux et qui sont obligés d'aller dans les bidonvilles d'Oulan-Bator, très souvent ils n'ont pas d'existence légale. Parce que il faut qu'ils se désinscrivent de leurs endroits d'origine pour s'inscrire, etc. Enfin, on leur complique la vie. Et ils sont nombreux à venir aux alentours de Oulan-Bator, par exemple? Ils sont très nombreux, et ils sont non seulement nombreux à venir là, mais ils sont nombreux, hélas, et là ils violent absolument toutes leurs coutumes en faisant ça, mais c'est pour la survie, à gratter ce qui reste des mines d'or, etc. C'est-à-dire, ils violent, puisque dans leur tradition, on ne porte pas atteinte à la terre, ni à l'eau, etc. Donc, ils font exactement tout ce qui est interdit par leur coutume pour des raisons de survie. Question que je ne peux pas ne pas vous poser. Dans quelques années, il n'y a plus de nomades? Il n'y a plus personne dans les steppes? Pour le moment, ça a l'air assez bien parti pour. Ouais. Mais étant donné, enfin, je pense que ça, c'est lié aussi à ce qui va se passer chez nous. Parce que chez nous aussi, il y a énormément quand même de gens qui veulent en finir avec cette civilisation extractiviste. Donc on ferait bien de commencer par la Mongolie, c'est ce que vous nous dites en gros. C'est-à-dire, il faut que ça soit concomitant, mais c'est vrai que si on perd cette culture-là, c'est vraiment, au niveau du patrimoine de l'humanité, c'est extrêmement grave. Qu'est-ce que vous conseillez aux touristes? D'aller en Mongolie, de faire des trekking, comme on voit certaines publicités, mais des trekking intelligents, proches de la nature? C'est ce qu'il faut faire? Ça existe encore? C'est encore possible? Oui, bien sûr, c'est encore possible. Maintenant, tout dépend dans quelle structure, etc. La Mongolie, c'est un pays extrêmement vaste, hein, c'est 3 fois la France. Donc, pour ceux qui partent à l'aventure, dans ce cas, je leur conseillerais de prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire de ne pas partir pour 15 jours. Oui. Mais oui, tant qu'il y aura de toute façon des chevaux et des nomades, et puis bon, un paysage absolument quand même sublime. Vous parlez la langue ? Oui, j'ai commencé, en fait, j'ai fait des études de mongol à l'université d'Oulan-Bator. Bon, et comment on dit en langue mongole, il faut respecter la Mongolie, comment on dit ça? Bon, non, me demandez pas des choses pareilles. Oui, mais c'est vrai, il faut la sauver. Mongolul hundetgerekte. Eh bien, sur ce message, je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Claire Sermier, je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur la Mongolie, dont le dernier, qui est La vallée du Grand Ciel, aux éditions Vent de Sable. Merci à vous. On dira ce que l'on voudra, Gengis Khan reste, en dépit de sa cruauté légendaire, comme l'un des plus grands noms de l'histoire. Aucun empire n'a été aussi vaste que le sien, un empire de la steppe, comme on dit, car le coup de génie de ce jeune orphelin, c'est de n'avoir eu cesse de réunir sous son autorité tous les peuples nomades de la steppe, toutes les tribus et tous les clans. Ce fut chose faite dès le début du XIIIe siècle, et c'est ainsi que, dès l'an 1215, son armée déferle sur la Chine et occupe la ville de Pékin. Et c'est à Pékin, en massacrant toute la population avant de raser la cité, que Gengis Khan, ce qui veut dire en mongol le roi universel, se forge cette image durable de chef guerrier impitoyable et sanguinaire. Gengis Khan va poursuivre ses conquêtes sanglantes et en l'espace de 20 ans étendre sa puissance de la Chine du Nord aux frontières de l'Europe. Une puissance et une influence qui se feront sentir pendant le demi-millénaire suivant. Un destin hors du commun pour ce Mongol venu du peuple et qui est mort, tout simplement, des suites d'une chute de cheval. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole et Olivier Horner, vos réactions et commentaires à cette découverte de la Mongolie. À votre disposition, des séquences vidéo, de l'infographie, des sites spécialisés, des archives, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.